Bien, bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette inauguration de cette École nationale du recyclage et de la ressource. Alors après la promenade, la visite que vous avez effectuée et avant le cocktail, bien sûr, quelques prises de parole. Et pour démarrer cette petite séquence de prises de parole, je vous propose de regarder un petit film, quelques témoignages justement qui sont assez expressifs et qui vous permettront justement de mieux appréhender finalement à la fois ce que va proposer justement le N2R, mais également quels sont aujourd'hui les besoins, les attentes à la fois des entreprises et de ceux qui pourraient être formés. Alors comme on dit dans le jargon, bonne séance et à tout de suite. C'est un long cheminement. Un jour, je déjeune avec un ami président de Fédérex Centre et Sud-Est, Mathieu Charrer. Et on échange un peu sur la formation, les besoins des entreprises, ce que fait Fédérex, ce que fait pas assez Fédérex. Ensuite, je suis devenu président de Fédérex et j'ai trouvé que c'était un bon projet de mandat de remettre la formation au cœur de Fédérex. D'autant plus qu'on a une étude qui nous montre que nos besoins sont estimés à plus de 8000 salariés dans les années qui viennent. Donc avec la structuration du métier différemment, toujours autant de déchets, mais structurés différemment. Donc des besoins de main-d'œuvre assez importants, les REP qui agissent aussi et complexifient la vie des entreprises. Là-dessus, un échange avec le conseil d'administration. On est rentré en contact, ils sont rentrés en contact avec l'AFPA, parce qu'on tenait absolument de l'installer en région, la première école nationale du recyclage et de la ressource. Moi, ma volonté, c'était de l'installer dans une région. Pourquoi ? Forcément, le tissu d'entrepreneurs, il est beaucoup plus palpable que si on fait ça dans la capitale. Et puis, beaucoup plus proche. Donc, du fait que le Nord portait notre commission sociale, les Hauts-de-France, pas le Nord, mais portait notre commission sociale, c'est comme ça qu'on l'a implanté à l'homme à côté de l'île. Mais c'est plus un projet collectif qu'un projet individuel. Ce n'est pas un projet présidentiel, même si au bout d'un moment, il faut bien que quelqu'un allume la mèche et guide le navire dans une direction. L'idée de cette EN2R, forcément, on met ça sur le bureau de la commission sociale. Et la commission sociale, il y a les présidents dont j'ai parlé, il y a les permanents, mais il y a surtout les partenaires sociaux et les entreprises. Si les gens, partenaires sociaux qui représentent les salariés, les DRH qui sont dans cette commission sociale, qui représentent les employeurs, les entreprises, s'ils n'avaient pas trouvé l'idée bonne, on refermait le carton. Ça a été totalement l'inverse. Donc là-dessus, plutôt feu vert, gros feu vert. On en a parlé aussi à notre club partenaire, des entreprises partenaires de Fédérex, toutes motivées, parce que finalement, on va faire dedans des formations pratico-pratiques, pelleurs, trieurs, conducteurs de cisaille, de presse à carton et autres. Et puis, on va faire des formations théoriques. C'est-à-dire, quand il y aura besoin, par exemple, d'une formation sur un nouveau track déchets ou sur une formation mais spécifique à nos métiers, eh bien, on le fera porter par cette EN2R. Bonjour, Sébastien Bourbier, je suis chez De Richebourg depuis 2006. J'ai commencé chez De Richebourg en mission d'intérim comme grutier cisailleur sur le site de Condette à Boulogne-sur-Mer. Ensuite, je suis passé conducteur au niveau du broyeur. Je conduisais toujours une pelle hydraulique. La vie a fait que j'ai demandé une mutation professionnelle dans le Nord, sur Saint-Solve, à Valenciennes. Je suis repassé au broyeur comme conducteur d'engin. J'ai vite fait mes preuves, ce qui m'a permis de passer pilote broyeur. J'ai réussi aussi à me faire respecter, ce qui m'a permis de rester 1 an et demi comme pilote broyeur. Ensuite, je suis passé pilote cisaille et je pilotais une cérame au niveau des ferrailles. Ensuite, on m'a proposé le poste de chef d'équipe métaux, un poste à responsabilité. On avait besoin d'une personne de confiance, donc on m'a proposé ce poste, chose que j'ai acceptée assez facilement parce que j'avais envie de faire mes preuves encore. Après quelques années comme chef d'équipe aux métaux, on m'a proposé de passer un CQPI, chose que j'ai acceptée aussi, ce qui m'a fait fort évoluer dans l'entreprise. Et on m'a proposé après la place de chef de chantier, place que j'occupe actuellement. Donc ce que j'aime dans mon métier, c'est le management, accompagner mes équipes, les écouter et le recyclage. Va sans cesse évoluer, je pense qu'on aura besoin de formation en continu. On a besoin d'être formé à ce nouveau métier qui est le recyclage. Les cahiers des charges vont être de plus en plus stricts. Les normes
environnementales vont être de plus en plus strictes et les métaux vont être de plus en plus rares. Pour amener mes équipes au challenge à venir, j'aurai besoin de les former. Je ferai des formations internes. On utilisera aussi des formations qualifiantes. Donc l'idée ensuite, c'est de la diffuser en région. C'est-à-dire on démarre dans les Hauts-de-France, et je remercie Frédéric Dutrier qui s'est drôlement impliqué dans ce sujet-là, le président de la région Hauts-de-France. Et puis la seconde, elle sera en centre et sud-est, puisque Mathieu Charer était aussi dans les discussions d'origine. Et puis on va en faire partout en France. On va essayer d'en faire, si on l'a appelé école nationale, c'est pas pour dire c'est une école régionale, c'est une école nationale. Donc on va essayer de la diffuser sur tout le territoire. 8000 personnes à former, des départs, des entrées, des sorties dans les entreprises. Je rappelle que les carrières, elles sont beaucoup plus mobiles qu'à une époque. À une époque, vous rentriez dans l'entreprise de récupération de l'époque et vous partiez à la retraite, tellement notre métier est formidable. Aujourd'hui, c'est totalement différent. On a un turnover qui est dans tout commun à toutes les entreprises. Et puis, chaque salarié, il change 6-7 fois de boulot dans une carrière. Donc, forcément, il faut qu'on adapte le besoin des entreprises, le besoin de nos salariés qui seront mieux formés, donc des entreprises plus compétitives, plus dynamiques, plus efficaces. Première des étapes, on répond à un appel à manifestation d'intérêt, un AMI, pour voir si notre projet il rentre dans les critères du ministère du Travail, du ministère de l'Emploi, du ministère de l'Éducation nationale. Et là, on a un accueil très favorable. Et puis ensuite, on va voir, on cherche une école. Donc là, c'est l'AFPA. L'AFPA qui a été retenue parce que, elle a naturellement un caractère national, elle est présente sur tous les territoires. Et puis, surtout, c'est la motivation qui a fait la différence. Puisque l'AFPA a tout de suite fait preuve d'une motivation bien supérieure à toutes les autres écoles. C'est pour ça qu'on les a retenues. Et Madame Pascale Dartois, que je salue, a vraiment été motivée, porteuse, motrice aux côtés de Fédérec. On se dit, on réfléchit au portage politique. On avait choisi les Hauts-de-France. Un accueil, on va voir le président du conseil régional, puisque la compétence économie est portée par la région. Et donc là, Xavier Bertrand, formidable, parce que tout de suite motivé, tout de suite enthousiaste. Et je dois dire, même moi, ça m'a reboosté. Quand on rencontre, un chef d'entreprise rencontre un homme politique, en général, on se renifle toujours un petit moment. Mais là, tout de suite, dès qu'il a compris le projet, il m'a dit « François, bingo, on y va, on sera avec vous sur ce projet-là. Et je veux que la première école soit dans les Hauts-de-France. » Ça tombe bien, on avait le même objectif. Mais voilà, un grand merci à Xavier Bertrand parce qu'il nous a beaucoup aidés, il nous aide encore beaucoup et merci pour tout. En fait, ce projet-là, il se fait avec une certaine ambition. Même si on faisait que celui des Hauts-de-France, ça serait déjà une totale réussite. Mais je pense que l'ambition, elle est supérieure parce que des besoins, on en a sur tout le territoire. Quand on parle des difficultés des PME face aux éco-organismes, de subsistance, c'est vraiment, à mon avis, un des bons outils qui fait que les pouvoirs publics comprennent bien. Et moi, c'est un discours que je tiens très facilement en disant « Écoutez, la façon dont certaines REP se mettent en place, ça élimine les PME qui ont un bon savoir-faire. Ça concentre le marché souvent sur un seul acteur par département. Donc on parle bien d'activité en région. Et que plus les PME auront des gens formés, mieux ils résisteront à ces nouvelles méthodes de travail. Parce qu'en fait, le marché se structure totalement différemment. Et donc, il faut que le personnel soit adapté. Et mieux vos opérateurs seront formés, mieux vous résisterez, mieux votre entreprise s'adaptera aux nouvelles méthodes. Alors, cette école, on va la diffuser en région, dans nos 8 régions de structuration de Fédérec. Donc, je compte sur les présidents des syndicats de région pour se mobiliser aussi, comme Frédéric l'a fait. Dans les règles de l'éducation nationale, Fédérec est maître de son destin. Donc, au président de région, au président de la commission sociale, à qui je rends hommage, à Serge et à Sylviane, qui sont impliqués autour des équipes de Fédérec, pour que ce projet-là, qui n'est plus un projet, puisqu'on l'inaugure là, soit une vraie réussite. L'École nationale du recyclage, c'est encore plus d'actualité aujourd'hui, puisque comme beaucoup d'entreprises, on a beaucoup de métiers en tension, on a beaucoup d'entreprises en tension, on manque de personnel. Donc d'où l'intérêt de mieux former encore nos gens, nos salariés,
D'où l'intérêt de rendre nos entreprises encore plus compétitives. Oui, parce qu'avant, j'allais dire, la formation, c'était un chalumeau, une pelle, un grappin. Oui, mais maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas que ça, quoi. Vous prenez un détecteur de métaux, il faut savoir, avec l'intelligence artificielle, la connectique, mais il faudra faire de plus en plus de formations. Et tout ça, aujourd'hui, vous achetez l'appareil, vous lisez le mode d'emploi. Si le fournisseur veut bien, vient encore faire une formation chez vous. Mais si c'est une entreprise étrangère, pas sûr qu'ils aient le bon formateur et que ça se passe bien. Donc, on va déployer tout ça. Et vous voyez bien, dès que je vous en parle, on voit tout de suite l'intérêt pratico-pratique. On va relier ça à notre club partenaire des entreprises. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, les chefs d'entreprise me demanderont pourquoi on n'a pas fait ça avant. Effectivement, les équipes de Fédérec donc, qui ont composé ce petit film. Et je vous propose justement de continuer sur ces mots d'accueil et d'accueillir le président de Fédérec, François Escoffier, sous vos applaudissements. Je vous laisse la scène, monsieur le président. Oui, mais je ne savais pas si on parlait là-bas ou... Alors ça, c'est vous qui voyez. Alors, bienvenue au théâtre ce soir, chers amis. Je salue ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer. Je resalue monsieur le maire de l'Homme, monsieur Xavier Bertrand. Je ne conçois pas de m'adresser à vous sans mon ami Frédéric Dutrier. Frédéric, si tu me rejoins, c'est parfait. Sous vos applaudissements, Frédéric. Avant de lui passer la parole, je voulais saluer Jean-Philippe Carpentier. Je ne sais pas où il est, mais en général, avec sa coupe, je le reconnais rapidement. Président d'honneur de Fédérec, un de mes prédécesseurs. Merci, Président. Je vais me mettre au pupitre. Alors, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénateurs, je crois que je vais faire un peu... Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, c'est une immense joie de vous accueillir sur les terres de notre syndicat Fédérec Hauts-de-France que j'ai l'honneur de présider. Je suis très fier de voir s'installer cette école sur notre territoire qui a vu naître en 1971 notre convention collective. Les Hauts-de-France ont toujours été un exemple d'innovation et d'expérimentation. Notre école est un peu un symbole aujourd'hui. Je remercie le président Xavier Bertrand de son soutien ainsi que notre président national François Escoffier qui a choisi notre belle région des Hauts-de-France pour le lancement de ce projet très précieux pour notre profession. Je sais qu'ils se connaissent bien. C'est un projet magnifique qui se concrétise aujourd'hui. Je remercie également l'AFPA et toutes les parties prenantes de ce projet. C'est une aventure et une passion collective qui nous animent et nous rassemblent aujourd'hui et qui feront de ce projet une réussite. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et tu pourrais rester avec moi quand même, hein. Je ne me sens pas tout seul. Écoutez, merci Frédéric. Je crois que Fédérec Hauts-de-France, Fédérec Nord, a vraiment bien fait les choses puisqu'ils ont trouvé la délicatesse, ils sont allés jusqu'à la délicatesse de mettre la meilleure eau de Haute-Savoie présente ici. Et je me sens moins seul quand même. Chers amis, je crois que c'est un grand jour pour Fédérec, j'espère pour les Hauts-de-France, mais aussi pour la France parce que ça sonne une espèce de... Bien sûr que c'est la création d'une école, mais ça sonne aussi comme une espèce de réveil dans les consciences. En échangeant avec les parlementaires tout à l'heure, avec monsieur le maire de l'Homme, avec Xavier, avec beaucoup de gens qui sont ici, on voit bien l'attente qui est forte autour de nos métiers. Alors l'attente qui est forte, on l'a vu du point de vue des législateurs. C'est-à-dire, on a eu un certain nombre de ministres en très peu d'années, et tous se sont penchés d'une certaine façon sur nos métiers. Alors souvent une façon plutôt théorique, plutôt que pratico-pratique. Moi je le rappelle, vouloir nous ranger dans le monde de l'écologie pour l'écologie, c'est un aspect une vision hyper restrictive de nos activités. Moi je le dis, je le revendique, mais pas en mon nom, au nom de vous tous.
Les industriels, nous sommes la fédération des entreprises de recyclage. Donc, nous faisons partie d'un processus industriel. À chaque fois qu'on s'exprime sur la réindustrialisation de la France, ça me paraît quand même curieux qu'on ne pense pas qu'il va falloir produire des matières premières issues du recyclage pour approvisionner cette industrie. Donc, on n'est pas en meeting, mais je réveille les consciences, je profite de cette fenêtre ouverte. Si on évalue les besoins à 8000 personnes par an, plus les 8000 personnes sur 10 ans, pardon, 8000 personnes qui vont partir à la retraite, ça fait 16 000. Le compte y est. Si on ne prend pas conscience de notre intérêt dans le processus industriel de la France, où va-t-on? Alors, former des gens, eh bien, historiquement, vous vous souvenez, moi-même, j'en fais partie, j'ai été formé par mon père, par mon oncle, par les ouvriers, les employés de mon père de l'époque. Aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça, parce que nos entreprises sont plus grandes, sont plus structurées, les besoins sont plus importants. Il y a les REP, il y a le suivi administratif. Tout à l'heure, dans le petit film, je me souviens d'avoir cité traque déchets. Bon, voilà, le législateur crée des contraintes pour nous. Notre volonté, c'est de nous y adapter. Par contre, qu'on prenne bien conscience qu'on est dans un métier industriel, et plus on nous complexifie la vie, eh bien, plus c'est difficile pour nous d'évaluer, plus ça démoralise les gens. Je rappelle quand même, c'est la première année par le cours des matières où on dépasse les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce n'est pas une activité mineure. C'est une activité majeure avec une spécialité française qui est plutôt performante, avec des emplois non délocalisables dans notre pays. Et il n'y en a pas tant que ça, parce qu'on a vu toutes les grandes marques de notre pays industriel produire à l'étranger, pour aujourd'hui se rendre conscience, finalement, on est tout nu. Je ne suis pas candidat au présidentiel, ni à aucun mandat politique, mais réellement, il faut que notre pays se réveille. Et je pense que travailler autour du recyclage, de ce qu'on appelle l'environnement, mais le recyclage, cette production industrielle, ça me paraît être important de le rappeler aujourd'hui. Je rappelle qu'on a produit 34 millions de tonnes de matière, première issue du recyclage. C'est plus 12% par rapport à l'année d'avant, parce que je prends quand même quelques fiches avec des chiffres pour ne pas dire trop de bêtises. C'est quand même important. Et je rappelle aussi qu'on a un métier qui investit énormément. Pourquoi on investit énormément? Parce que les habitudes de consommation évoluent rapidement. Donc il faut à chaque fois qu'on investisse vite. Je prends l'exemple d'un centre de tri comme celui que j'ai chez moi en Haute-Savoie. Eh bien, 4 évolutions de 2000 à 2020. Ça veut dire 4 fois beaucoup d'investissements. 547 millions d'euros investis par les entreprises de recyclage l'année passée. Donc, au milieu de tout ça, c'est vrai qu'on est un tout petit peu chagriné par les gens qui veulent, notamment, on parle souvent des REP, puisque le législateur a appuyé sur les REP. Alors, Fédérec, on n'est pas contre les REP, qu'on se comprenne bien, la responsabilité élargie du producteur, qui devrait s'appeler bien souvent la RED, pas RAIDE, mais REP, RED, responsabilité élargie du distributeur, puisque c'est bien au metteur sur le marché qu'incombe le besoin de récupérer. Je fais un peu de pédagogie pour ceux qui ne sont pas du métier, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut pour qu'on se comprenne bien, il faut qu'on s'explique. Et donc, on n'est pas contre les RED, mais par contre, vouloir s'arroger la propriété de la matière, c'est un vrai souci. Puisque nous, on ne va pas se retrouver dans un modèle économique de paupérisation comme parfois on nous le propose. Et finalement, si l'objet industriel il appartient à son distributeur, dans ces cas-là, on habite tous chez Bouygues. Parce que notre appartement, il a été construit par une entreprise de construction. Et finalement, même si on l'a acheté, même si on le revend, finalement, il ne nous appartient pas. Donc il y a quand même un petit exercice de pédagogie qu'on doit refaire à Fédérec. J'en profite là aujourd'hui. Cette école, c'est quand même quelque chose qui nous tenait à cœur immédiatement en début de mandat, comme je vous l'avais expliqué, pour mettre la formation et les enjeux économiques et industriels d'emploi au cœur de notre vision. On s'y est pas trompé parce que le président du BIR, le directeur du BIR, Arnaud Brunet, avec qui j'ai inauguré en présence du président d'Euric, et d'Emmanuel Katrakis, donc je salue notre ami Olivier François, qui préside les destinées européennes du recyclage pour l'ensemble des fédérations européennes. C'est quand même quelqu'un d'un certain niveau, et on est très heureux de l'avoir parmi nous à Fédérec, d'autant plus que s'il fait partie des régionaux de l'étape, puisque sa société est installée entre la frontière. Eh bien, voilà, après Chamonix, à Lullin, les 2 grandes capitales mondiales de la hauteur d'altitude.
Donc Arnaud Brunet m'a dit, écoute, il faut que je vienne à l'Homme. Vous êtes la nouvelle capitale mondiale du recyclage française. et Arnaud Brunet va venir voir le modèle pour dire, bah, écoute, c'est une première mondiale, une première française, oui, première européenne, certainement, première mondiale, je ne sais pas, mais en tout cas, le sujet m'intéresse et je vais venir à l'Homme avec toi pour me rendre compte de comment ça fonctionne. Donc, Madame la directrice de l'AFPA, vous avez ensuite toute la chaleur de mes propos pour vous remercier. Alors, pourquoi on a choisi l'AFPA? Je crois que je l'ai expliqué dans le film, hein. C'est la motivation que les équipes de l'AFPA et des équipes de Fédérec, bien franchement, oui, ben, faut le faire chez nous et on va vous trouver ce qu'il faut. L'avantage, ben, techniquement, ben, l'AFPA est présente partout en France et la motivation a fait la différence. Donc je vous en remercie. Et puis l'autre personne que je voulais remercier, alors je voulais remercier, là maintenant c'est le moment des remerciements. Je voulais remercier Marc Géronimi, qui n'est pas là, mais à qui j'avais plein de questions à lui poser et qui s'est excusé au dernier moment, donc qui préside le CMQE, le contrat des métiers de qualification et d'excellence. Stéphanie Verlag, excusez-moi, je n'ai pas mon diplôme en orthographe locale, qui représente l'OPCO 2I, qui nous a beaucoup aidés, y compris financièrement. Merci, Madame Stéphanie. Mathieu Durand de l'Université du Mans, je ne sais pas, oui. Ben, merci Mathieu Durand, ça fait plaisir de voir des gens plus intelligents que le président des universitaires. Et bien sûr pour la région, Xavier Bertrand, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et surtout, parce que j'ai écrit ça en gros, mais je n'ai pas mes lunettes, nos amis partenaires sociaux, parce qu'un métier, ce n'est pas que les patrons, ce n'est pas que les chefs d'entreprise, ce n'est pas que les ouvriers, ce n'est pas que les ingénieurs, c'est un écosystème dans lequel il y a nos partenaires sociaux, et je leur rends hommage parce que le dialogue a toujours été bon. J'en profite pour citer Serge Ponton, qui est là, Serge Ponton, président de la commission sociale, Sylviane Troadec précédemment, tous les présidents de Fédérec, de la commission sociale, se sont toujours félicités des excellents rapports avec les partenaires sociaux, et je vous en remercie parce que finalement, je crois qu'on est tous ensemble dans ce métier-là, on est tous ensemble dans la même galère, à tel point que les partenaires sociaux ont adhéré et nous ont fait un courrier de soutien par rapport aux positions, par rapport aux dangers de l'hégémonie de certaines REP qui mettaient en danger la création des entreprises. On a un métier encore très structuré. Des très grandes entreprises, c'est bien, il y en a besoin, c'est les fers de lance de la France, des ETI, ben, ce que je représente, des entreprises moyennes, mais toutes celles-là, comme les très grosses, comme les très petites, les moyennes, elles ont démarré par être petites un jour. Donc si au bout d'un moment, les petites n'ont plus accès à notre métier malgré leur savoir-faire, eh bien, qu'en sera-t-il des ETI, qu'en sera-t-il des plus grosses demain? Donc voilà, je vous remercie de tout ça. C'était important que je le souligne. Et puis je voulais remercier très franchement Xavier Bertrand, parce que ce n'est pas tous les jours que, je le disais un peu dans le petit film, mais que je rencontre cet enthousiasme-là quand je parle de nos métiers, parce que ce n'est pas le mien, c'est le nôtre. Quand je parle de nos métiers, ben Xavier il m'a dit, écoute, moi il faut qu'on fasse du Nord, des Hauts-de-France, parce que c'est moi qui dis le Nord, lui il dit les Hauts-de-France, un truc à tout faire péter en matière de recyclage. Voilà, il faut que ça soit la région la plus verte de France, la plus décarbonée de France. Je rappelle que nous luttons chaque année par le recyclage, nous luttons contre l'effet carbone. Nous éliminons, Manuel, combien de tours Eiffel par an ? 1200, la coupe est pleine. On est du canal de Suez jusqu'à Paris, les tours Eiffel s'accumulent et nous luttons contre la décarbonation. Donc, Xavier, c'est avec une affection particulière que je te remercie beaucoup de ton attention, Madame la directrice de l'AFPA aussi. Et mardi, pour conclure, j'ai dîné avec Marc Bérat dans un centre de formation. Il était entouré de ses plus grands chefs qui ont été formés chez lui. Alors, je ne vais pas vous citer les noms, mais Johan Comte, Jean Sulpice, Emmanuel Renaud, et puis le quatrième, Édouard Loubet, qui est son neveu. Et en fait, à un moment donné, il a dit avec son accent bien de chez moi et son grand chapeau, il a dit « Notre métier, c'est rien, tout ce qu'on sait faire, c'est rien s'il n'y a pas la transmission. » Eh bien, ici, on va faire de la bonne bouffe, de la bonne cuisine. Il n'y a que sur les fromages, je vais vous aider à progresser quand même un peu. Mais franchement, notre métier n'est rien s'il n'y a pas la transmission. Et notre activité, nos entreprises ne sont rien s'il n'y a pas la transmission. Mesdames et messieurs. Merci beaucoup.
Alors, je crois que vous restez avec moi si vous le voulez bien, messieurs. Enfin, sauf si vous ne le voulez pas, Monsieur le Président. Allez, on continue ces prises de parole et je vous propose d'accueillir, et vous l'avez effectivement dit, Monsieur le Président, l'un des piliers fondamentaux effectivement de cette N2R, la directrice générale de l'AFPA, Pascale Dartois, s'il vous plaît. Bonjour à tous, cher François, cher Frédéric, mesdames et messieurs les députés, les sénateurs et sénatrices, monsieur le maire de l'Homme, monsieur le président du conseil régional, chers collègues aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'équipes AFPA qui sont venues, et même de Romans-sur-Isère. Je suis très heureuse et très émue d'être parmi vous aujourd'hui pour l'inauguration de cette école, l'École nationale du recyclage et de la ressource, après 1 an et demi de travail et d'écoute des besoins des entreprises industrielles du recyclage. Auprès de Géraldine Bulot, secrétaire générale de FEDEREC, et Hélène Van Wess, responsable des affaires sociales de la branche, cheville ouvrière, nous en avons passé des heures, toutes les trois, à réfléchir à la manière dont nous allions créer cette école. Alors je vous rassure, je ne pilote pas tous les projets d'ingénierie de l'AFPA, mais celui-ci nécessitait qu'une direction générale s'implique. Pourquoi ? Parce que ce projet illustre et va illustrer la nécessaire coopération entre acteurs locaux et nationaux et le nécessaire pas de côté à opérer entre acteurs de la formation initiale et continue pour être au service des branches professionnelles qui vont devoir inventer une économie décarbonée dans une vision systémique des transitions professionnelles à accompagner. La branche du recyclage est présente sur tous les territoires et est majoritairement composée de TPE-PME. Elle est au cœur d'un nouveau modèle industriel à construire autour d'une économie circulaire qui permet de limiter l'épuisement des ressources et qui permet aussi de réduire la dépendance de la France aux importations de matières premières. La branche va devoir faire évoluer les compétences, voire inventer de nouveaux métiers. Elle va devoir attirer, recruter, professionnaliser des salariés à qui il va falloir proposer des trajectoires professionnelles dans lesquelles on peut avoir confiance en l'avenir, en termes de perspectives d'emploi, tout autant qu'en termes de contribution aux enjeux énergie-climat. D'ailleurs, vous l'avez peut-être repéré tout à l'heure, on n'était pas très nombreux autour de la table, il y avait des personnes qui étaient des stagiaires qui étaient dans le dispositif Dynamique vers l'emploi. Et un jeune de 20 ans nous a dit, on lui a demandé pourquoi il avait choisi le recyclage, et il nous a dit, parce que je m'intéresse à l'écologie. Enfin, la branche va créer 16 000 emplois nouveaux d'ici 2030 qui sont locaux, pérennes et non délocalisables. Les emplois de la branche permettent donc, par différentes modalités d'apprentissage, d'insérer professionnellement à la fois des jeunes, des publics éloignés de l'emploi ou des personnes en transition professionnelle qui recherchent des emplois de proximité pour rebondir. Être au service d'une branche professionnelle et de ses entreprises, c'est tout sauf imposer son modèle, son ingénierie et ses lieux de formation. C'est cet ensemble, entre opérateurs, utiliser toutes les modalités pédagogiques en alternance, en situation de travail, en présentiel, en distanciel, entre pairs, pour créer le meilleur parcours. C'est être plus agile en fabriquant des plateaux techniques de formation mobiles et partagés entre opérateurs, afin de répondre au plus près des entreprises et de leurs besoins tout en réduisant les investissements de chacun. C'est proposer des pédagogies immersives, de la réalité virtuelle, des jumeaux numériques, quand c'est utile au plus grand nombre. Et c'est réfléchir à la manière dont les mondes de l'éducation et de la formation professionnelle peuvent collectivement et solidairement soutenir les transitions et les évolutions sectorielles. Ces deux mondes devront anticiper les ingénieries et les dispositifs dont les entreprises et les collectivités ont besoin pour créer des dynamiques territoriales de développement vertueuse de l'économie. Cette école, l'école de FEDEREC, j'y tiens parce que c'est une blague entre nous. Nos équipes nous disaient c'est l'école à l'AFPA, non, c'est l'école de FEDEREC, est inscrite dans un projet compétences et métiers d'avenir de France 2030 qui engage 5 partenaires avec FEDEREC et l'AFPA. Le Conseil régional Hauts-de-France, que je remercie de son soutien, l'OPCO2I, bien sûr, le campus des métiers et des qualifications d'excellence métallurgie et plasturgie, et chimie, énergie, innovation territoriale, et bien sûr l'Université du Mans. C'est une aventure d'au moins 5 ans dans laquelle nous nous embarquons et dans laquelle nous souhaitons embarquer toute l'offre de formation qui travaille déjà aux côtés des entreprises de la branche. Le N2R sera un catalyseur d'expertise et de compétences à l'interface entre les organismes de formation, les entreprises, les prescripteurs et les politiques publiques, qu'elles soient nationales ou territoriales. Une nouvelle offre de formation sera co-construite avec toutes les structures de formation qui seront impliquées
selon leur expertise, leur niveau de formation, les publics cibles ou les zones géographiques. Nous voilà donc partis pour une magnifique aventure professionnelle. Je souhaite remercier toutes les équipes de l'AFPA qui ont compris que cette école était celle de la branche, et particulièrement Cécile Jaron, notre directrice de la pédagogie, elle est là je crois, et Rémi Favier, un expert des événements en Hauts-de-France. Merci à tous. Restez avec nous, Madame la directrice générale. Bon, je crois, Monsieur le Président, que vous avez ouvert avec la région des Hauts-de-France une battle fromage. Et j'ai vu tiquer le président du conseil régional à ce moment-là. Donc je vous propose peut-être un droit de réponse et quelques mots au-delà, et d'accueillir sous vos applaudissements le président du conseil régional de Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Alors, si on est sur la battle fromage, François, d'après toi, il y a combien de fromages dans les Hauts-de-France? Je t'écoute. Allez, tu as une deuxième chance. Tu peux faire appel à un ami, tu peux faire du 50-50. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'il y en a combien chez toi? Chez nous, il y a les meilleurs. Oui, d'accord. Mais ils sont combien? On a le Beaufort. Oui, d'accord. Bon, comme tu n'as que 10 doigts, on va s'arrêter là. Sache que la Voix du Nord, pas le conseil régional, disait en 2017 qu'il y avait déjà 600 fromages différents dans les Hauts-de-France. La première région de France pour les fromages, ce sont les Hauts-de-France. À bon entendeur. À bon entendeur. Et tu te situes aussi ici dans la région européenne de la gastronomie. Eh oui. Bien, plus sérieusement, tu l'as dit, peut-être que pour l'intérêt, on est certainement la région la plus en pointe sur ces questions-là. Et je vais te dire pourquoi. On a commencé par les fromages, c'est parce que je reste mort de faim. Mort de faim en matière d'emploi. On a tellement souffert pendant des décennies et des décennies que j'en veux plus et que j'en veux toujours plus. Et que même quand nous avons aujourd'hui de formidables implantations, une très belle réussite, je continue à en vouloir encore plus. Et dans tous les domaines. Et c'est la raison pour laquelle je te suis très reconnaissant, je vous suis également reconnaissant, Monsieur le Président régional, Madame la Directrice générale, qu'on puisse avoir cette ouverture. Et je vais vous expliquer aussi que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre secteur et j'ai besoin de cette école. J'ai besoin de vous, pourquoi? Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, et je prendrai un exemple avec la batterie, je veux construire un écosystème global. Nous voulons la vallée de la batterie, c'est vrai. Et nous l'avons d'ores et déjà engagé. Nous avons 3 gigafactories. Les 3, ce ne sont pas mes chiffres, 7500 emplois, que ce soit ACC, le groupe Stellantis, au cœur du bassin minier, à Billy-Berclos, que ce soit Envision avec Renault sur Douai, et que ce soit Vercors sur Dunkerque, qui aura aussi comme client Renault. Sauf que je veux construire l'ensemble de l'écosystème et construire une vallée de la batterie. Il y a en amont le raffinage du graphite, pour ne pas dépendre de nos amis chinois, mais il y a aussi tout l'aval, le recyclage des batteries. Pas le recyclage des seules batteries qui auront été produites dans les Hauts-de-France, ça n'a pas de sens parce que les voitures vont être exportées un peu partout, mais le recyclage de la batterie où on a quelque chose de totalement nouveau à inventer. Si je ne fais pas avec vous, je fais comment? Si on n'a pas aussi clairement la question, bien évidemment, du lien avec la chimie, ok, mais la question du recyclage, de la ressource, je fais comment? Je ne peux pas faire. Et je sais aujourd'hui que pour beaucoup d'entreprises de très grands groupes, il y a la question de savoir comment on peut les aider, les accompagner, mais est-ce qu'à un moment ou un autre, ils trouveront ce nouvel or qu'est justement la ressource humaine et donc justement le personnel? Et tu vois, si on prend ce seul exemple, si on veut devenir les champions européens de la batterie, très clairement, j'ai absolument besoin de vous. Mais il y a une autre dimension. L'autre dimension, elle tient à l'aménagement du territoire. On a dans la région de très belles métropoles. On a bien évidemment Lille, on a Amiens. J'ai un réseau de villes moyennes, mais je veux avoir aucun territoire qui se situerait en seconde division ou qui serait oublié. Or, avec le recyclage, avec la ressource, on a la possibilité d'avoir des installations partout sur le territoire et pas seulement au cœur des métropoles. Ici, monsieur le maire, on est au cœur de la métropole pour cette école. Mais dans la région, tu vois, François, on a 312 sites déjà, 312. Je crois qu'on est la région de France où il y a le plus grand nombre de sites et à peu près 4200 salariés. Mais j'en veux plus et je sais vraiment qu'il y a des endroits où on n'aura pas forcément de gigafactory, où les services ne seront pas implantés comme ils le sont au cœur de Lille ou au cœur d'Amiens,
où j'ai absolument besoin de fixer de l'emploi et de redonner des perspectives, de la visibilité et aussi de l'espoir. C'est aussi pour ça que ce secteur m'intéresse et qu'il nous permet, dans le cadre de notre schéma régional de développement économique, de pouvoir le faire. Après, vous le savez, je vais rendre à César ce qui appartient à mon prédécesseur, Daniel Percheron, le travail qu'il avait fait avec Philippe Vasseur. On est très engagé dans une démarche qui s'appelle Rêve 3, où on marche sur deux jambes, économie, écologie, les deux étant liés, et c'est de cette façon qu'on pourra envisager l'avenir de la région. Voilà la raison pour laquelle j'ai vraiment besoin de ce secteur, voilà pourquoi j'ai été insistant, et voilà pourquoi, Madame la Directrice Générale, on continuera au travers des formations à clairement financer ce secteur, financer justement cet établissement et financer cette École nationale du recyclage et de la ressource. Mais il y a aussi autre chose. Et cette autre chose, c'est aussi pour ça que j'aime les visites de terrain. Je suis arrivé en retard, je ne pouvais pas arriver auparavant. Vous n'auriez pas dû m'attendre, même s'il faisait un soleil resplendissant. Mais j'aime les visites pour ce qu'elles permettent comme échange. Et j'étais marqué tout à l'heure par l'échange à la fois avec les stagiaires et aussi ce que tu m'as dit ensuite. L'échange avec les stagiaires. C'était intéressant de voir qu'il y avait des jeunes, premier emploi avec un pluriel, et aussi des gens qui étaient en reconversion. Mais il y avait personne qui était là en se disant « je suis puni, je suis dans le secteur ». Non. Beaucoup avaient envie d'être dans ce secteur, et beaucoup se disent que c'est un secteur où les débouchés sont là pour longtemps, pour très longtemps. Ah, ils ont raison, parce qu'on ne va pas manquer de boulot dans le secteur. Et donc, et l'un de ceux avec qui je m'attardais, là, tu m'appelais, parce que oui, je suis bavard, c'est vrai, je suis bavard, je ne suis pas seulement en retard, je suis bavard. Et l'un de ceux me disait, il dit, moi je trouve que de considérer le déchet comme une ressource, c'est quelque chose qui me plaît. De montrer qu'avec le déchet, il y a des emplois, c'est quelque chose qui me plaît. Parce qu'il me dit, c'est tout un cycle, on en parle depuis longtemps, mais de bosser là-dedans, moi, c'est justement ce qui m'intéresse. C'était le monsieur qui était juste sur le côté et qui m'expliquait cela. Et je pense que c'est très important. Et l'autre aspect, c'est ce que tu m'expliquais, c'est que ce sont des boulots qui correspondent exactement au projet de société que j'ai à cœur. C'est-à-dire qui permet, quand on prend un emploi, ensuite de pouvoir faire des choses différentes dans cet emploi et de grimper. Pour des gens qui bossent et qui veulent bosser, il y a la possibilité de rentrer, aller à un niveau de l'échelle et de pouvoir progresser ensuite avec des salaires qui peuvent grimper également. Il y a de la technicité, il y a de la diversité et il y a aussi de la valeur et il y a de la rémunération. Et c'est ça vraiment qui m'intéresse, et tu l'as indiqué tout à l'heure. C'est aussi un secteur qui sera solide parce qu'il y a de tout comme groupe. Il y a des très grands groupes, comme on dit les majors, il y a des ETI, il y a des PME et il y a aussi des TPE. Monsieur, justement, tout à l'heure me donnait sa carte. Il a 4 salariés. La belle affaire, ça peut grandir. Et même si c'était à 4, c'est un maillon aussi de cette chaîne. Voilà la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. On va ensuite, à l'issue de ces discours, prendre un petit moment pour voir comment concrètement on peut envisager, au-delà de l'École nationale du recyclage, le développement de tout ce secteur dans la région. J'ai besoin de vous. C'est bon également pour les personnes qui auront travaillé sur ces emplois et ça nous permet également, eh bien les choses sont aujourd'hui évidentes, d'avoir un atout pour justement la filière industrielle, et tu l'as compris, c'est pas qu'on y croit, c'est qu'on y travaille de la façon la plus concrète qui soit. Et puis c'est vrai que c'est aussi une rencontre d'hommes et de femmes, et je suis intimement convaincu que quand on se comprend et qu'on regarde dans la même direction, forcément, ça permet aussi de retrouver confiance en l'avenir. Moi, ce que je vois ici, c'est une formidable marque de confiance en l'avenir et de formidables débouchés pour les Hauts-de-France, mais aussi, j'en suis intimement convaincu, pour toute la France. Merci de votre accueil. Merci sincèrement. Merci beaucoup. Alors, effectivement, on va, avant de se quitter, passer au moment le plus important, parce que les discours, c'est bien, mais il faut quand même une petite signature ou deux, histoire d'être d'accord. Alors, je vous propose peut-être, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, de vous mettre juste ici, et puis peut-être Messieurs le Président et les Présidents de part et d'autre. On va peut-être faire un petit peu de ménage, et on va pousser tout ce qui va bien. Ça permettra. Hop, voilà. On a le sens de l'accueil, on n'a pas mis sincèrement. J'ai cru comprendre qu'il y avait un lobbying. Voilà, tac, tenez. Voilà. Avec des très beaux stylos de l'EN2R, oui. C'est...
suppléer pour cette tâche. Quel beau cadeau. Je ne fais qu'une seule signature. Oui, mais c'est comme ça. Alors maintenant, on croise. Allez, on regarde la photo. Pendant la guerre du fromage. Sur la quantité. Très bien. Pareil, j'ai un petit trou dans la raquette. Il faut dire que je travaille sur 2 départements. Très bien, merci beaucoup. On peut les applaudir. Je vous invite à vous réinstaller. Pendant que vous vous réinstallez, peut-être s'il y a des questions parmi l'assistance. Et puis si ce n'est pas le cas, eh bien à ce moment-là, je vous propose éventuellement de vous remettre au centre avec Monsieur le maire et puis de passer à la photo finale. Monsieur le maire doit s'en aller. Allez-y. Allez-y pour la photo finale. Un beau sourire. Allez, merci à vous tous. Et on vous retrouve au rez-de-chaussée. Et Monsieur le Président, un petit mot de la fin et je vous inviterai à inviter vos... Oui, ben là, pour inviter le pot, vous allez voir, ils vont se précipiter. Non, je voulais remercier tous les gens, mais c'est très sincère, c'est une formule très classique, mais réellement, c'est d'une grande sincérité. Frédéric, je voulais remercier tous les gens qui se sont mobilisés, parce que c'est pour faire sortir un projet comme ça de terre, il faut y penser jour et nuit. Et je voulais le dire, alors ça m'embête toujours de citer quelqu'un, parce que je vais toujours en oublier un, mais Hélène, Frédéric, toutes les équipes de Frédéric, Caroline pour la journée, Manuel, Géraldine, de toute façon je vais oublier quelqu'un, mais surtout les 2 élus qui ont porté tout ça, Serge et Sylviane Troadec qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle a passé le Manche et qu'elle vogue vers d'autres destinations. Voilà, je vous remercie aussi tout le conseil d'administration, les membres qui sont venus jusqu'ici, Mathieu Charrère qui vient à peine de découvrir qu'il est dans les Hauts-de-France. Mesdames et messieurs, tous au pot et merci, le boulot reste tout à faire, mais on a bien lancé l'affaire. C'est une belle affaire, mon cher Frédéric. Nous sommes les Réchauds et Frigo. S'il vous plaît, le photographe, si des fois vous pouvez vous réveiller aussi, nous sommes les Réchauds et Frigo de Frédéric. Et notre numéro de clown n'est pas fini. Allez, tous à l'apéritif.